Rebonjour, le beau bébé qu'est Silent Hill Révélation. 3D. Silent Hill Revelation. Ce film est une insulte à la licence Silent Hill. C'est une catastrophe. D'un point de vue adaptation, il va falloir que je fasse une séparation tout de suite là-dessus. Je vous dis souvent que, ne serait-ce que mon discours pour Resident Evil, c'est pas parce que vous retrouvez pas le jeu d'origine que forcément c'est un mauvais film. Donc, je vais d'abord parler vraiment de l'adaptation, et après je vais parler du film en lui-même. Au niveau de l'adaptation, c'est une horreur. Si vous êtes un gros fan de Silent Hill, moi j'en suis un gros, mais que vous n'avez pas cette petite séparation de votre esprit du adaptation et film, c'est pas la même chose, c'est pas le même truc, vous n'êtes pas obligé de tout retrouver dedans. Vous allez, mais je pense vraiment que vous allez pleurer. Ne serait-ce que pour le combat final, vous allez verser une larme. Même moi qui arrive à faire la distinction entre film et support d'origine, je vous jure que j'ai failli verser une larme quand j'ai vu le combat final, et que quand j'ai vu la scène de fin, la séquence de fin, j'étais... Normalement je réagis pas trop dans un cinéma, enfin en tout cas quand le film est pas excellent. Silent Hill Révélation, même en tant que film, je vous préviens tout de suite, n'est pas excellent. Mais pour que j'en arrive devant une scène à faire ça, c'est que vraiment, il y a un truc qui va pas du tout. D'où vient le problème? Le problème vient du réalisateur, Michael J. Bassett, évidemment. Si y a un problème dans un film, généralement, ça vient du réalisateur, hein, ça va pas de l'électricien. Excusez-moi, j'ai mon portable qui vibre, et vous savez bien que cette petite lumière demande absolument à ce qu'on l'éteigne. Michael J. Bassett avait réalisé 3 films avant de faire Silent Hill. Le premier se passait dans le premier justement faisait énormément penser à Silent Hill. Le premier, c'est un groupe de soldats pendant la Première Guerre mondiale. Première ou deuxième, je ne sais plus trop. Il me semble que c'était la première. Parce que je me souviens pas d'avoir vu des signes nazis, donc ça va être la première. C'est un groupe de soldats, ils sont dans une tranchée, tout pète, il y a une attaque. Il me semble qu'ils gagnent et qu'ils prennent la tranchée allemande. Mais, sur le chemin, un brouillard arrive, et quand ils sortent du brouillard, ils se retrouvent dans une tranchée qu'ils connaissent pas, ils savent pas où c'est, ils comprennent pas trop où est-ce qu'ils sont, ils se rendent compte que c'était une tranchée allemande, mais tout le monde est mort dans des circonstances absolument dégueulasses, il y a des mains qui dépassent des murs, des murs de la tranchée, etc., enfin... Et en fait, cette tranchée est une espèce de... c'est comme si c'était dans une espèce de triangle des Bermudes, où voilà, il fallait pas creuser cette tranchée ici, quoi. C'était vraiment l'endroit où pas le faire. Il y avait une scène de fin avec tout un truc avec des fils de barbelés qui, justement, faisaient énormément penser à la fin de Silent Hill. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont pensé à lui pour réaliser la suite. Ils ont dû se dire, il y avait quelque chose de similaire, il y avait des thèmes communs. Peut-être que ce mec-là peut être intéressant pour Silent Hill. Faux. Deuxième film de Michael J. Bassett, je ne sais plus comment il s'appelle non plus. Je suis vraiment navré, j'essaierai de vous les mettre sur la page Facebook du Démon du Rire, je vous remettrai les noms des films de Michael J. Bassett. J'ai pas fait de recherche vite fait en rentrant sur ses anciens films, donc je me souviens plus des titres, mais je me souviens de les avoir vus, parce que justement je voulais tous les voir avant de voir ce qu'il avait fait avec Silent Hill. Son deuxième film, c'était un groupe de jeunes mecs emprisonnés, qui étaient envoyés sur une île pour être un peu savatés, quoi. Ils sont dans une prison pour délinquants juvéniles, et ils vont sur une île déserte pour apprendre voilà, à faire confiance aux autres, à la camaraderie, arrêter de faire les cons, à se débrouiller tout seul sans leur dose de drogue et de machin. Et ils se rendent compte arrivés sur l'île que je sais plus, alors c'est pas une présence, si c'est peut-être une présence maléfique, je me souviens qu'il y avait des espèces de loups-garous un peu bizarres, ou une attaque de loup, ou un truc dans le genre. Il y a un espèce de truc qui va pas. Il y a quelqu'un qui bute des gens. Je sais plus si c'est juste un tueur classique à la Scream ou si c'est un truc un peu maléfique. Bref, voilà. Et son troisième film était Solomon Kane, qui est un espèce de Van Helsing du pauvre. Vous me direz, j'ai pas vu Van Helsing non plus, donc ça va sans doute en faire hurler pas mal d'entre vous, mais non, je n'ai pas vu Van Helsing. C'est un mec qui combat des démons pour acheter son âme. Il y a un côté Devil May Cry aussi là-dedans. Et qui
alors qui est recueilli par une famille sur un chemin. La famille se fait trucider par une légion ou par un truc quelconque qui est gouverné par une espèce de démon. Et la fille est capturée, et donc du coup, ils décident d'aller la sauver, et donc de se battre contre tout le régiment qu'il y a dans le truc, et de se battre à la fin contre le démon qui fait penser à Sparda à la fin de Devil May Cry. C'est vraiment une espèce de grand démon ou un Balrog. Bah, tout aussi bien. Qui était très particulier parce qu'il était pas foncièrement mauvais, mais il était mou. Il avait beaucoup de mal à avancer, et voilà. Et donc, il arrive sur Silent Hill. Vous aurez remarqué que ces 2 premiers films sont des slasher movies assez basiques, avec des jeunes gens mis dans des situations un peu bizarres, dans lesquelles ils vont tous se faire massacrer les uns après les autres. Et Solomon Kane était un espèce de pâle copie de plein de trucs, mais avec beaucoup de difficultés à se mettre. Silent Hill réunit un peu les deux, on va dire. Il a transformé Silent Hill en espèce de teenage movie rock'n'roll. Si vous êtes un fan de Silent Hill, je pense que vous avez déjà poussé un hurlement. Pourquoi teenage movie? Pas vraiment au niveau du comportement enfin, ils sont pas en train de se faire buter les uns après les autres. C'est pas un groupe de jeunes perdus dans Silent Hill. Ce sont des jeunes. Pour Heather, ça pose pas de problème, puisque Heather, l'héroïne de Silent Hill 3, devait être jeune, de toute façon. C'est important pour son rôle, c'est important pour son personnage. En revanche, Vincent Wolf n'a jamais rien eu d'un adolescent. Vincent Wolf est un mec avec des lunettes, une barbe de 3 jours et une coiffure légèrement raie au milieu. Un petit gilet. Le mec fait ancien. On a l'impression que le mec a été enfermé au 19e siècle dans Silent Hill. Et qu'il avait déjà à l'époque au moins la quarantaine. Je dirais 30 ou 40 ans. Là, ils ont pris un petit minet. Je me rappelle plus du nom de l'acteur. Apparemment, il était connu. Il avait fait une série avant ou un truc dans le genre. C'est vraiment pour que du coup Heather ait quelqu'un d'autre de son âge, pour qu'il puisse y avoir une scène de baiser, pour qu'il puisse y avoir une romance, et puis pour que le spectateur lambda de ce genre de film, c'est-à-dire les jeunes teenagers américains, s'identifie au personnage et ait envie de voir ce qui va lui arriver, quoi, et joue dans son camp. C'est assez basique, mais tout ce film est extrêmement basique. Au niveau de l'adaptation, donc, Vincent, ça colle pas du tout. Le Harry Mason, du coup, le père de Heather, ça passe mieux. En fait, le mec a eu une idée assez intelligente pour faire du coup la jonction entre Silent Hill et Silent Hill Révélation, puisqu'à la fin de Silent Hill, spoiler si vous l'avez pas vu, Heather, du coup c'est Sharon à l'époque, semble être resté enfermé dans l'univers de Silent Hill, le White Silent Hill, celui avec de la neige et des cendres qui tombent et du brouillard, avec sa mère Rose. Et on se dit, bah du coup voilà, elles sont enfermées à jamais dans Silent Hill et c'est tout, ce sera leur limbes éternelles. Or, pour que Heather soit dans le monde normal et qu'on lui demande de revenir à Silent Hill, il faut bien que Sharon soit sortie du monde de Silent Hill, puisque du coup, en fait, Heather, c'est juste le nouveau nom que s'est donné Sharon, que le père de Sharon lui a donné pour qu'il passe inaperçu et que Silent Hill les retrouve pas. Enfin, que les gens de Silent Hill ne les retrouvent pas. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'en fait, Rose a trouvé un espèce d'artefact, qui est l'espèce de disque qu'on voit dans les bandes annonces, qui permet de sortir de Silent Hill. Ça fait très mécanique de jeu vidéo, mais après tout, c'est un jeu vidéo. Sauf que l'artefact avait été brisé en deux, et que donc une seule personne pouvait sortir. Déjà là, ça commence à être un peu particulier. Elle a donc réussi à faire sortir sa fille, pardon, j'ai fait du bruit, elle a donc réussi à faire sortir sa fille Sharon de Silent Hill. Chris Da Silva, son mari, donc Sean Bean, a retrouvé donc Sharon, et à ce moment-là, les gens de la secte ont commencé à les poursuivre, et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à à aller de ville en ville, à changer d'identité, à changer de trucs. Et donc ils vivent comme des fugitifs. Et donc ils se renomment désormais, le nouveau nom qu'ils se sont trouvés en arrivant dans cette dernière ville, c'est Harry Mason, le nom du héros de Silent Hill 1, et Heather Mason, qui est donc bien la fille de Harry, qu'il a retrouvée dans Silent Hill 1, et qui est l'héroïne de Silent Hill 3.
j'ai bien aimé, ils ont fait une espèce de gros fuck aux fans, parce que du coup, comme ils arrêtent pas de changer de nom et trucs dans le genre, à un moment, son père, du coup, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec Heather? Ça va pas, Heather? Et elle fait, on s'en fout des noms. Et en gros, c'est un espèce de fuck aux gens qui ont dit, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Rose da Silva et Chris da Silva? Pourquoi c'est pas Harry Mason et Rose Mason? Si vous voulez vraiment changer le personnage, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Sharon et pas Cheryl? Et je trouvais que c'était assez rigolo, alors que dans ce film, ils ont du coup pris le pari de reprendre les noms des jeux. Je trouvais ça rigolo qu'ils fassent un espèce de fuck en disant, les noms, qu'est-ce qu'on en a à foutre du moment que c'est le personnage? Et c'est ce qu'elle dit du coup dans le film. Elle dit, names don't matter, the character is important. Et j'avais trouvé ça rigolo. C'est malheureusement une des dernières bonnes répliques du film. Alors, on va rester dans le sujet de l'adaptation. Je reprends mes notes, parce que j'ai pris des notes au fur et à mesure du film, je me suis dit, j'arriverai pas à tout oublier. On a un espèce de flashback un peu forcé pour nous raconter ce que je viens de vous raconter. Parce qu'on voit en fait Sean Bean, on voit très exactement comment est-ce que Rose a libéré Sharon, et pourquoi est-ce que Sean Bean est au courant de ce qui se passe dans Silent Hill. C'est très très forcé, ça n'a pas de véritable, ça sent pas le Silent Hill du tout, et ça fait vraiment scène d'exposition. Le gros problème c'est que ce film fait 1h30, et que sur les 1h30 il y a la moitié du film qui est de l'exposition, l'explication de A à Z, de pourquoi, comment, et enfin, vraiment tout. J'en parlerai quand il s'agira vraiment de parler du film, mais en ce qui concerne l'adaptation, Silent Hill c'est un lieu secret, c'est un lieu qui n'explique pas. Et avoir toutes les explications, déjà je trouve pas que ce soit nécessaire par rapport au film, mais vraiment là dans ce film, il n'y a que des explications presque. Il y a un moment, pour vous donner un exemple, comme le symbole donc du coup est brisé en deux, celui qui a permis à sortir Sharon de Silent Hill, à un moment elle réussit à retrouver l'autre partie et les deux parties sont réunies. Et elle est au sol, elle fait tourner le truc dans sa main. Donc nous, visuellement, on voit bien que le truc, il a deux faces maintenant, que le truc est réuni. Et elle dit, les deux faces mises à nouveau, il est à nouveau entier. Les deux faces mises ensemble, pardon. Il est à nouveau entier. Je regarde le truc, je dis, oui, c'est gentil, mais j'avais compris. Il y avait pas besoin de le dire, que c'était des trucs qui avaient été remis ensemble et tout. Enfin, c'est extrêmement forcé. Donc on a une scène d'exposition un peu machin. Et ensuite, on a une des premières interventions de l'univers de Silent Hill. Le film commence comme le jeu, le film commence dans le parc d'attractions. C'est assez loufoque, mais comme c'est un cauchemar, ça peut encore passer. Mais le problème, c'est quand la scène revient après dans le film. On a le premier passage un peu Silent Hill. Elle est dans son lycée, on le voit dans la bande-annonce, elle est dans son lycée, dans son couloir, elle est toute seule, et d'un seul coup, la lumière grésille, et la lumière s'éteint, et elle se retrouve dans Silent Hill. Et là, il y a alors, je suis un gros fan de Silent Hill, mais j'arrive jamais à me souvenir des noms des monstres. Il y a un camisole. Les mecs sont comme ça dans leur camisole en train de bouger, avec leur capuche au-dessus, qui sont... Je fais bien le monstre. Et le monstre arrive. Et quand le monstre arrive, on a un espèce on a un bruit de guitare rock'n'roll. Vous savez, comme un truc, ça fait... Tu sais, une espèce de guitare rock'n'roll qui essaierait de monter un petit peu pour faire un truc. Une note qui se tient, quoi, à la guitare. Comme quand on met les cordes de la guitare devant l'ampli et que ça commence à faire un effet de résonance et tout, qu'elles se font vibrer elles-mêmes. Un peu cet effet-là. Et j'ai vu le truc arriver, je me suis dit, qu'est-ce que cet effet de guitare électrique vient faire dans Silent Hill? S'il y a bien un truc qui fait pas Silent Hill, c'est la guitare électrique. Il y a eu des musiques de Silent Hill avec de la guitare électrique. Généralement, elles étaient réservées au générique. Et quand elles étaient dans le jeu, disons que dans le jeu, il n'y a jamais vraiment eu de musique. Quand elles étaient dans le jeu, c'était généralement après une scène vraiment très particulière et du coup, ça passait bien. Pour le monstre en lui-même, il n'y a pas besoin d'une guitare électrique, il y a besoin d'une radio qui grésille. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils l'ont fait en plus au début. En fait, vous savez, dans les lycées américains, il y a toujours des espèces de mégaphones pour que le directeur fasse des annonces dans toute l'école d'un coup. Et en fait, Heather entend une annonce et d'un seul coup, l'annonce commence à faire... Et d'un seul, l'annonce commence à grésiller et c'est là que les lumières commencent à s'éteindre et tout. Et ils auraient dû rester là-dessus. C'était bien assez. Et ça faisait... Enfin, ouais, il y avait... Ça colle pas. Un bruit de guitare électrique sur un monstre de Silent Hill, ça fait pas peur. Ça fait horreur rock'n'roll. Ce qui est un peu le thème du film, et c'est assez dommage, ça ne va pas du tout.